vais avoir juste 2 questions pour laisser la parole à la salle. La première, à Maxime. Maxime, très poli, diplomate, etc. On a bien senti quand même que tu contenais ta critique contre la conférence d'Aaron Friedberg de la fois dernière, que tu avais autre chose à dire. Donc je préférerais que tu le dises peut-être plus directement dans ce rapport entre Chine et États-Unis. Et puis alors, il y a un point que je n'ai pas bien compris, c'est sur le Erdland. Est-ce que tu veux dire qu'aujourd'hui, par exemple, la Chine, mais c'est possible quand on voit un certain nombre de positions que prend la Chine sur des pays à l'Est, intégrerait cette logique qui était quand même une logique de la guerre froide, qui tient l'Europe de l'Est, tient le cœur de l'Europe, tient le monde. Donc voilà ta question. Et alors, Élie, moi, il me semble, on a vu quand même que c'est hélas la triste logique du post-guerre froide, qu'avec les meilleures intentions du monde, on est parti sur des guerres de maintien de la paix qui, d'une certaine manière, ont pavé le retour des conflits conventionnels. Alors, est-ce que ces petites guerres irrégulières, etc., pavent d'une certaine manière la voie au retour de conflits entre puissances, y compris dans des modalités qui empruntent les voies de ces guerres irrégulières, mais qui, pour la première fois, les mettent directement face à face, alors qu'aujourd'hui, il y a toujours eu, et on le voit dans tous ces conflits, des intermédiaires et de la déconfliction. Voilà vos 2 questions, et puis ensuite ce sera la salle. Alors Maxime, mais vous pouvez aussi échanger sur ce que l'un et l'autre a dit. Non, je pense que ce qu'a dit Élie allait tout à fait dans le sens d'effectivement cette espèce de retrait des conflits irréguliers, des conflits locaux, pour se concentrer sur les grands rapports géostratégiques. Alors sur la stratégie du Heartland, je ne sais pas si elle est très au cœur des analyses géopolitiques américaines actuelles. Enfin, la stratégie du Heartland, elle était avant la stratégie américaine. Ça date de Mackinder, c'était l'antagonisme entre l'Angleterre et la Russie, entre les puissances. Et l'actualisation aujourd'hui, c'est que soit on reste dans cet antagonisme géopolitique, et à ce moment-là, on aura une espèce de bloc sino-russe qui occupe le Heartland avec un combat pour l'Europe de l'Est. Et à ce moment-là, l'OTAN sert justement à empêcher, à contenir la Russie en Europe, et puis l'établissement d'une stratégie de containment dans le Pacifique ou dans l'Indo-Pacifique. Ça, c'est un premier scénario. L'autre scénario, c'est peut-être un monde plus géopolitique, moins stabilisé dans les fronts, où il peut y avoir effectivement du jeu, comme ça s'est fait dans les années 70, où on peut imaginer que peut-être justement la Russie peut être à un moment donné un élément du jeu par rapport aux Chinois. Donc je crois que l'avenir n'est pas dit, et il y a quand même un débat aux États-Unis, puisque Trump lui-même était plutôt dans une logique de vouloir d'essayer de se réconcilier avec les Russes. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron essaie de remettre aussi un peu de jeu dans tout ça. Alors est-ce que c'est faisable ou non? Ça, c'est évidemment compliqué. Ce qui est sûr, c'est que la relation transatlantique, je ne l'ai peut-être pas assez dit. Elles ne sont quand même pas dans les mêmes visées, parce que la visée de Macron, elle est continentale. Essayons de trouver une équation, renouveler une équation stratégique de stabilité en Europe. La visée trumpienne, comme tu l'indiques, elle est aussi un contre-feu à la puissance chinoise. Oui, mais le président avait fait le lien entre les deux dans la conférence d'ambassadeurs, je crois, à la fin du mois d'août de l'année dernière. Il avait parlé de cette montée. Je pense que lui, il a quand même vu que, effectivement, le défi en termes stratégiques, ce sera plus la Chine que la Russie. Donc, en termes de puissance, de moyens, etc. Donc, voilà. Bon, c'est... Après, sur le problème de la relation transatlantique, c'est qu'elle est extrêmement déséquilibrée, et donc le déséquilibre des moyens est énorme. Donc qu'est-ce que les Européens peuvent réinstaurer comme autonomie par rapport à ça, comme responsabilité, puisque c'est écrit dans les textes européens, l'Europe doit assumer davantage la responsabilité de sa sécurité. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme moyen, comme politique, comme stratégie, pour essayer justement de stabiliser leur environnement et pas forcément de suivre complètement, aveuglément, une stratégie américaine qui passerait par l'OTAN. Oui. Donc je pense que la question aujourd'hui, elle reste ouverte. Tous les deux, on est d'accord là-dessus, mais c'est l'opposition entre la conviction et puis la prise de responsabilité. Certains peuvent être très convaincus de cette logique-là. Le problème, c'est qu'on n'arrive jamais à embrayer sur une responsabilité collective pour passer
au fait que les Européens assument davantage leurs intérêts de souveraineté et leur autonomie stratégique. Élie, alors sur l'autre question. Non, mais je pense que d'ailleurs les deux sont liés. Je vais y venir. Il y a deux approches finalement dans la guerre irrégulière. Il y a la guerre irrégulière en dehors du contexte géopolitique, qui peut ressembler à une guerre de libération, une guerre révolutionnaire, avec finalement qui sont des guerres civiles essentiellement, hein, avec un gouvernement en place, une insurrection qui lui conteste le pouvoir et qui essaye, par des moyens qui sont plus ou moins détournés, de prendre le pouvoir. Et puis il y a la guerre irrégulière comme approche d'une stratégie indirecte, et dans laquelle finalement la première logique peut exister, mais elle va être instrumentalisée par une puissance extérieure qui, ne souhaitant pas assumer les coûts d'une confrontation directe, ne souhaitant pas finalement assumer le coût politique également d'une agression, va passer par l'existence d'un mouvement insurrectionnel, révolutionnaire, peu importe, pour parvenir à ses fins. C'est ce à quoi on a assisté évidemment pendant toute la guerre froide, avec des insurrections qui avaient à la fois leur dynamique propre sur le plan politique et social, mais qui avaient aussi une logique dans le jeu des puissances et le jeu d'influence qu'on est en train de décrire ici, où chacun finalement va avoir ses proxys, va avoir ses moyens d'influence. Alors, les moyens d'influence, ils peuvent être de nature politique, économique, dans de la guerre commerciale, dans d'autres, mais ils peuvent être dans le champ paramilitaire, dans le champ de la violence irrégulière, de la violence insurrectionnelle. C'est ce qu'on voit très clairement en Ukraine, où on a des milices dites pro-russes ou séparatistes, voilà, qui sont instrumentalisées, qui ont leur propre agenda. Hein. Certes, personne ne nie la dimension autochtone de certains de ces mouvements, mais qui sont utilisés par Moscou à un moment comme un pion géopolitique pour installer un conflit gelé à un endroit où ça va les intéresser. L'Iran... La Syrie ou la Libye sont aussi des exemples où on a vu quand même un peu ces et stratégies indirectes en train de se développer. Quoi. Et d'une certaine manière, les Occidentaux sont les premiers à l'avoir utilisé. C'est ce que je disais sur la guerre non conventionnelle. On a utilisé nos partenaires avec l'Alliance du Nord, en Libye, etc. On a d'une certaine manière montré qu'on savait utiliser des partenaires irréguliers pour parvenir à nos fins. Maxime n'a pas voulu répondre à Ron Friedberg. Les seuls qui ne font pas ça, parce qu'ils ont d'autres moyens de la stratégie indirecte, sont les Chinois. Pour l'instant. Pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des bases à Djibouti, etc. Ils ont peut-être posé des pions, mais pour l'instant, ils ne sont pas rentrés dans ce jeu qui utilise des stratégies militaires indirectes. Alors même qu'ils avaient été les premiers à le faire dans les années 60, oui, où ils étaient des grands soutiens bien sûr. De tout un tas de guérillas en Afrique et d'autres, pour lesquels d'ailleurs Alors, est-ce que je propose de passer la parole à la salle, puis vous aurez comme ça l'occasion de répondre, comme toujours en priorité les étudiants. Oui, je vous en prie. Je prends 3 questions dans une première série. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a un micro qui peut descendre ici? Je regarde quels sont les autres qui veulent poser des questions. Ensuite, il y a une question ici. Je prendrai celle-là en second. Et en troisième. Et en troisième là-haut. Voilà, très bien. Alors, j'ai mes 3 questions. Je vous en prie. Bonjour messieurs, merci pour cette intervention. Ma question va s'adresser auprès de notre deuxième intervenant sur la paix en Afghanistan. La trêve de 7 jours a commencé hier en Afghanistan et Trump annonçait que d'ici le 29 février, si cette trêve est préservée, il signera lui-même l'accord de paix avec les talibans. Est-ce qu'on peut imaginer une situation similaire à Saigon en 1975 à Kaboul, si ce retrait des troupes est signé, ou un changement de position soudain par Trump, comme il le fait souvent? Merci. Je vous en prie. Bonjour, ma question portait exactement sur le même sujet, sur la suite à attendre de l'implication US en Afghanistan. Vous n'en avez pas une autre par hasard? Non. Alors il y avait une question qui était là. Monsieur, vous passez le micro et je prends une autre. Au revoir Stéphane.
Bonsoir, merci beaucoup. Sur la relation entre l'Amérique et l'Europe, est-ce que il y a une puissance qui aurait un quelconque avantage à une dislocation de la défense européenne, enfin le maintien d'une défense européenne inexistante et à la dislocation de l'Europe géopolitique? Merci. Troisième question, plus largement. Il y a eu une question ici de Madame Niesotto. Voilà. Et vous préparez vos questions pour la seconde série. Alors c'est bien parce que pour l'instant, vous avez chacun votre lot. Nicole. Ici, descendez un peu plus bas, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je peux une question à chacun? Tu peux. Alors, Élie, vous nous avez montré brillamment le paradoxe entre l'excellence conceptuelle des Américains pour inventer des catégories de guerre non conventionnelles et le paradoxe entre cette excellence théorique et la réalité des choses qui est un échec répété, systématique de leurs interventions extérieures depuis la fin de la guerre froide. Et donc, ma question s'adresse à Maxime. Pourquoi, en dépit de cette démonstration brillante des échecs des interventions américaines à l'extérieur, pourquoi les Européens maintiennent-ils, restent-ils si avides d'être avec les Américains, si anxieux de garder la présence américaine en Syrie, en Irak, en Libye, etc. Pourquoi? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est pour vous, Élie. En fait, c'est chaque question deux. Ça fait 4. Non, il n'a pas. Lui, la question, c'est pour lui. La question est pour Maxime. Pourquoi alors, les Européens continuent de vouloir l'échec collectif avec les Américains? Pourquoi on veut ça? Très bien. Ma deuxième question, Élie, c'est pour vous demander si, à côté de tous ces concepts de guerre indirecte, plus les guerres chimiques, les guerres bactériologiques, il existe quelque chose qui va être d'actualité, à mon avis, dans les semaines qui viennent, un concept de guerre collective contre les pandémies. Parce que je crois, personnellement, mais je voudrais avoir votre avis, Élie, que la notion de combat entre les superpuissances, que la Chine, deuxième puissance du monde, peut-être première puissance, tout ceci est extrêmement fragile. Et que tout ceci, dans 15 jours, sera peut-être totalement faux. Si l'économie de la Chine s'effondre, dans 15 jours, 3 semaines. Et donc, je voudrais avoir juste la question, est-ce que les Américains, comment réagiraient-ils en faisant appel à votre imagination? Est-ce qu'ils ont une stratégie contre ce type de pandémie mondiale? Et comment réagiraient-ils à un effondrement de la puissance chinoise? Merci. Alors, je vous laisse répondre aux 4 questions. Alors sur les questions, si je commence sur la relation transatlantique et la relation aux États-Unis, peut-être que je ne suis pas assez rentré dans le fond de la relation transatlantique, mais je crois qu'il y a à la fois un suivisme par rapport aux valeurs, parce que c'est quand même l'ordre libéral américain, la démocratie. Enfin, malgré tout, il y a quand même une communauté de valeurs. Je pense qu'on est quand même plus proche des Américains que des Chinois ou que des Russes. Donc il y a quand même il y a cet aspect-là des choses. Ensuite, il y a un déséquilibre de puissance qui fait que on est obligé de. L'écart est énorme. Par rapport aux Américains, on est des nains militaires. Même la France est un nain militaire, l'Angleterre, etc. Oui, mais c'est voilà. Et les Américains sont une puissance européenne. Beaucoup de pays sont dépendants des États-Unis pour leur sécurité. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on a toujours eu beaucoup de mal à faire une relation franco-allemande par rapport à ça. C'est que les Allemands considèrent que leur sécurité dépend de l'OTAN. Donc même quand on commence à parler d'Europe de la défense, etc., ils sont très prudents. À la rigueur, on commence à parler un petit peu d'un pilier européen dans l'OTAN, mais on voit bien qu'ils sont tétanisés à l'idée de distendre le lien transatlantique. Et c'est encore pire pour les pays d'Europe de l'Est qui ont peur de la Russie. Donc c'est très difficile en fait d'affirmer une vraie autonomie, une vraie volonté, une vraie différence, une vraie défense d'intérêts propres. Les Français peuvent le faire. Moi, le seul moment il y a quelques moments dans l'histoire transatlantique où on l'a vu dans la guerre sur l'Irak en 2003, où la France et l'Allemagne se sont opposés frontalement à l'intervention américaine, mais ça a cassé l'Europe. Donc c'est pas forcément. Après, il a fallu retravailler les fils, moi, je suis persuadé comme toi, etc. La guerre de 2003, historiquement, est le début de la division des Européens.
après 2005, après 2008. Si, parce qu'elle faisait apparaître pour la première fois qu'il y avait une fracture dans ce qu'était la communauté de destin. Donc ça, tu ne le retricotes pas. Mais bon, on peut avoir cette discussion-là après. Donc après, après, quand tu prends les crises, elles se succèdent tous, 2003, 2005, 2008, tu prends après le quai terroriste, 2015, etc. Hein. Je crois que la bonne stratégie, c'est d'essayer, donc je ne sais pas qui a l'intérêt à disloquer, les Américains, ils ont plutôt intérêt en réalité, ils étaient méfiants quand on a lancé la PESD en 1999, en disant pas de duplication, pas de discrimination, il y avait les 3D de Madeleine Albright. Bon, et finalement, pas de duplication, et finalement, ils ont pas de découplage, voilà. Et donc finalement, ils ont quand même laissé la PESD parce qu'ils se sont rendus compte que finalement la PESD ne les gênait pas. Et aujourd'hui, je pense que c'est très compliqué d'affirmer une vraie autonomie stratégique européenne sur ce plan-là, c'est-à-dire une autonomie stratégique complète et authentique. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut développer une forme de politique ambiguë, de stratégie ambiguë, où on essaie de défendre mieux nos intérêts, de renforcer la cohésion européenne. C'est pour ça que le discours sur la souveraineté européenne, je pense, est un discours intéressant. Et puis malgré tout, il faut quand même coopérer avec les États-Unis. Donc il faut avancer en essayant de faire en partie masquée, renforcer notre responsabilité, renforcer nos moyens, renforcer notre volonté. On essaie de faire des choses. Moi, je trouve quand même ce que la France et l'Allemagne ont fait, à la fois dans la guerre en Géorgie et en Ukraine, ils ont quand même joué un rôle de désescalade par rapport à des conflits qui risquaient vraiment de basculer dans de vraies guerres. Ou sur l'Iran, ce qu'ont fait le E3. Donc il y a quand même des choses que les Européens peuvent faire. Mais ça ne peut pas aller jusqu'à une politique qui serait frontalement en opposition aux États-Unis. C'est compliqué. Moi, ce qui me concerne, c'est l'absence de réponse sur les vrais défis de sécurité des Européens. Et je vais passer la parole à Elie. Et par exemple, les réponses dispersées des Européens sur le risque de pandémie à coronavirus, que sur le rapatriement, etc. Donc la question a été plus générale. Mais ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles il n'y a pas de problème d'opposition transatlantique ou de divergence. C'est des vrais intérêts de sécurité, c'est des vrais intérêts de souveraineté. Et malheureusement, les réponses européennes sont aussi dispersées dans le champ de la sécurité. Elie, alors sur la question qui était plus générale, quoi, avant toutes les guerres. D'abord, je vais répondre à la question. Et puis il y a les deux sur autres l'Afghanistan. Questions. Sur l'Afghanistan et la résonance, évidemment, qui est frappante avec les accords de Paris et ce qui s'est passé à Saïgon 2 ans après seulement la signature des accords de Paris, c'est-à-dire la chute du régime du Sud-Vietnam que les Américains avaient porté à bout de bras pendant 20 ans, c'est-à-dire exactement le temps que les Américains ont soutenu le régime de Kaboul aujourd'hui. C'est évidemment dans toutes les têtes. Ça va dépendre de différentes choses. D'une part, ça va dépendre du Congrès. En 1975, c'est le Congrès qui s'est opposé à l'administration Ford pour venir sauver in extremis le régime du Sud. D'ailleurs, c'était une offensive conventionnelle qui avait été menée par Hanoï au sud du 17e parallèle, et les Américains auraient pu l'arrêter par des bombardements aériens que l'administration Ford avait demandé et que le Congrès lui a refusé, compte tenu de l'historique qu'il y avait depuis la résolution du golfe de Tonkin, etc. Aujourd'hui, est-ce que le Congrès s'opposerait à un Trump ou un Bernie Sanders président contre une chute pour intervenir in extremis pour sauver le régime de Kaboul d'une offensive taliban? C'est pas évident, et évidemment ça va dépendre de beaucoup de choses, y compris des élections à venir. La seconde question, c'est le contenu des accords qui sera signé, parce qu'évidemment on n'en sait rien aujourd'hui. On sait que s'il y a quelque chose qui est signé, ça sera probablement autour de la promesse par les talibans d'une rupture avec Al-Qaïda et avec les groupes terroristes internationaux, et la question ensuite du respect ou non de ces accords par les belligérants, et notamment les talibans, dont jusqu'à présent ils n'ont pas démontré leur capacité à se séparer entièrement d'Al-Qaïda. Donc si les accords ne sont pas respectés, ça pourrait aussi donner en fait une légitimité à la poursuite
indéfinie du conflit. Et finalement, ces accords ne seraient que un point de plus sur le long conflit et donc finalement proroger le statu quo. Donc ça, voilà, je ne lis pas dans le marc de café, mais en tout cas, c'est ça qu'il va falloir regarder à mon sens. Sur votre question, Nicole, sur les pandémies, alors c'est très intéressant. Les Américains prennent très au sérieux le risque de pandémie mondiale, y compris sur le plan militaire et stratégique. Ils l'ont montré d'ailleurs en 2000, alors j'ai oublié la date, 2017, 2016, non c'était sous Obama, avec le déploiement de l'US Army au moment de l'épidémie d'Ebola. Ebola 2014. Le temps passe vite. Et ils ont déployé des unités militaires, y compris notamment au Libéria, pour montrer qu'ils prenaient au sérieux, encore une fois sur le plan stratégique, ce type de risque. Ce qui est intéressant, et à mon sens, la question des pandémies est à mettre au même titre que les questions climatiques, par exemple, de ces grands défis communs à l'humanité dont d'aucuns pensent qu'ils ne peuvent être régis que par une approche collaborative commune, et donc ça met de côté les rapports de puissance, mais d'autres pays vont considérer que, au contraire, ce sont des sujets du ressort des États et de la souveraineté nationale. Et j'en veux pour preuve la crise qu'on a eue l'été dernier, semi-tension diplomatique, on va dire, crise c'est un peu fort, autour des incendies de l'Amazonie avec le Brésil, où un certain nombre de pays, dont la France, disaient l'Amazonie est un bien commun de l'humanité, et donc si le Brésil n'est pas capable de le protéger, il faut intervenir collectivement, et le Brésil qui disait non, c'est un bien souverain du Brésil. Et on pourrait dire exactement la même chose avec les pandémies, avec si demain les États-Unis disent les Chinois sont incapables de maîtriser le coronavirus, et pour le bien de l'humanité, on doit envoyer, exactement comme ce qu'ils ont fait au Libéria, on doit envoyer des unités militaires pour aider à maîtriser la pandémie. Alors, il y a l'hypothèse positive, c'est que les Chinois disent mais bien sûr, venez nous aider parce qu'on n'y arrive pas nous-mêmes. Évidemment, ce n'est pas forcément celle que je prioriserais en termes de ma compréhension, en tout cas, de la mentalité de Xi Jinping et du sens de la souveraineté que la République populaire de Chine a. Et à mon avis, on va autour de ces crises qui sont effectivement communes et globales, non pas vers la fin des dynamiques de puissance et des rapports de puissance, mais vers des catalyseurs de ces tensions et de ces perceptions de puissance, notamment autour de la question de la souveraineté, parce que d'une manière ou d'une autre, ça va poser la question de l'ingérence au nom d'un bien supérieur de l'humanité ou, au contraire, d'un respect d'une certaine limite de ce bien commun. Et on aura à nouveau des questions qui jalonnent les relations internationales entre les interventionnistes et au contraire des souverainistes et des réalistes défensifs, on va dire, pour employer les termes de relations internationales. Merci, je prends une autre série de questions. Donc je vois une main ici, une autre là. Donc vous passez le micro et ensuite, Torniquet, tu auras la parole, peut-être pour parler de la Géorgie. Non. Tu es arrivé pile au moment où le sujet était abordé. J'ai vu là un sens du tempo et de l'entrée en scène formidable. Alors, je vous en prie. Bonsoir. Moi, en fait, ma question serait plus justement sur l'interventionnisme des États-Unis. Et est-ce que comment est-ce qu'on pourrait interpréter ce changement un peu qu'a opéré les États-Unis, c'est-à-dire que là justement en annonçant donc le retrait des troupes, en accélérant un peu la présentation du plan de paix israélo-palestinien, le plan de paix au Proche-Orient présenté comme le plan de paix au Proche-Orient, avec aussi la rapide finalement désescalade des tensions avec l'Iran, bien que l'Iran ait continué ensuite à envoyer des missiles près des
bases américaines et les États-Unis n'ont toujours pas riposté parce qu'ils voulaient toujours avoir une désescalade des tensions, etc., depuis le discours de Trump en janvier. Enfin, est-ce que du coup les États-Unis se poseraient plus maintenant, enfin voudraient plus donner une image de médiateur et beaucoup moins une image justement interventionniste qu'avant, et si oui, pourquoi avoir voulu changer cette image Temporisateur sur les réactions. Merci. Ok, une question ici, puis ensuite vous faites passer le micro là-bas. S'il y a d'autres dans la salle qui ne sont pas forcément ou étudiants, voilà, et on donnera la dernière. Il y aura une 4e question, on s'arrêtera là. Alors, monsieur. Bonsoir et merci encore pour vos interventions. Moi, ce serait une question qui porterait plus sur la partie sur les guerres irrégulières. Pourquoi, d'un point de vue stratégique, les États-Unis se sont tenus à l'écart, comme vous l'avez dit, des missions de stabilisation? Est-ce que ce choix stratégique, ça tient à la configuration du conflit, notamment en Afghanistan, ou alors c'est vraiment pas leur façon de faire aux Américains, tout simplement, voilà. Merci. Là-haut et ensuite, monsieur. Oui, alors j'ai d'autres passions que la Géorgie, notamment la Russie et les États-Unis. Oui, mais elle est forcément éternellement dans ton cœur. J'entends pas. Je dis, elle est forcément éternellement dans ton cœur. Exactement. Il y a un déterminisme. Alors c'est par rapport à ce que Elie a dit sur les interventions, sur les proxy wars. Et je voudrais apporter une nuance quand Elie a fait la comparaison avec la Russie. Je vois quand même beaucoup de différences dans les interventions russes avec leur proxy à eux dans les conflits qui sont situés dans son entourage immédiat. D'abord parce qu'il y a eu une passeportisation, c'est-à-dire les gens sur place sont déjà des citoyens russes, une grande différence. Deuxièmement, la Russie, dans les années 90, était intervenue sous le mandat... la Russie se présentait comme le peacekeeper. Les gens disaient que c'était peacekeeper, mais au sens, pas peace la paix, mais peace morceau, c'est-à-dire... Ce qu'il y a quand même avec la grande différence avec les États-Unis, les États-Unis ne sont jamais intervenus en tant que une puissance neutre au départ pour séparer les belligérants. Et d'autres différences, notamment lorsque, que ce soit dans le Donbass ou dans les régions séparatistes géorgiennes, notamment en Ossétie du Sud, les chefs actuels de ces entités autoproclamées sont des citoyens russes issus de la Russie. Les gens c'est même pas des gens qui sont ancrés localement, mais ils ont été envoyés directement de la Russie. On était arrivé en 2007 notamment à une situation où en Ossétie du Sud, la majorité des ministres de l'entité autoproclamée étaient issus de Tcheliabinsk, une ville qui est située... La question. Voilà. Non, c'était juste la nuance, et je suis contre... Enfin, j'essaye de nuancer l'équivalence par rapport à ces interventions russes et américaines. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Monsieur, vous aurez la dernière question. Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité maintenant, en dépit des apparences et des occasions manquées, que les Américains se rapprochent, monsieur l'a évoqué un peu tout à l'heure, mais que les Américains se rapprochent de la Russie? Alors, bien sûr, comment, par quelle manière, par quelles étapes? Mais moi, je crois que quand on regarde les choses à long terme, vu l'extension... Excusez-moi, je vais employer un mot violent. Vu l'extension de la pieuvre du pouvoir chinois actuel, du type de pouvoir chinois actuel, est-ce qu'il n'y a pas une nécessité, sur les 10, 20 ans qui arrivent, peut-être simplement 10, qu'il y ait un rapprochement effectif entre les Russes et les Américains? Merci. Qui commence de vous deux, Maxime? Alors, je voulais dire un mot sur l'Iran. L'Iran, c'est intéressant parce que ça touche aux contradictions de la politique étrangère de Donald Trump, qui d'un côté poursuit ce retrait stratégique, ne veut pas faire d'intervention militaire, etc., mais de l'autre côté met un peu le feu aux poudres en dénonçant l'accord, en se lançant dans une escalade, et on ne sait pas très bien où ça mène. C'est quand même une politique très brouillonne. En Corée du Nord aussi, c'est quand même très brouillon, et on ne voit pas très bien quelle est la suite. D'où le fait que John Bolton, à un moment donné, était prêt éventuellement à lui aller jusqu'à une confrontation militaire, et finalement il s'est séparé de John Bolton pour éviter d'être entraîné par ça. Donc il y a beaucoup de contradictions dans la politique de Trump sur l'Iran, mais aussi sur l'OTAN, mais aussi sur la Russie, et je ne sais pas très bien pour le moment. Il y a une espèce de
d'équilibre qui se crée entre le système américain, les fondamentaux américains et puis Donald Trump. Je ne sais pas trop ce que ça va donner s'il était réélu à la fin de l'année, mais voilà, il y a quand même une espèce d'inertie aussi de la politique étrangère américaine malgré tout. Sur l'Iran, encore une fois, c'est compliqué de savoir où on va. Sur la Russie, je crois qu'il y a des choses nouvelles qui se passent, effectivement. C'est très nouveau par rapport à cette dégradation continue qu'on avait vue depuis 99-2000. Donc, est-ce que ça peut aboutir à un moment donné à un vrai règlement des problèmes, que ce soit la maîtrise des armements, que ce soit l'OSCE, que ce soit le règlement des conflits gelés, etc. Je pense qu'il y a beaucoup d'obstacles sur la route, parce que ça s'est quand même beaucoup dégradé. Ça ne me paraît pas complètement impossible, mais il faudrait vraiment avoir une espèce de configuration, un peu comme ça s'est passé dans la détente. C'est-à-dire qu'on essaierait de trouver certaines solutions limitées, on laisserait des conflits un peu entre crochets, on réaffirmerait un certain nombre de choses dans l'OSCE, notamment sur l'importance des droits de l'homme. Donc peut-être qu'on pourrait imaginer une espèce de manœuvre, de grande manœuvre diplomatique, mais ça prendra du temps. De toute façon, la détente, ça avait pris plusieurs années. Et pour le moment, bon, c'est pas encore... voilà, il y a des frémissements qui se passent, notamment du fait des initiatives françaises et américaines, mais ce n'est pas encore très déterminé. Merci. Élie? Tout d'abord, je suis tout à fait d'accord avec ce que Torniquet disait sur la Russie. Il y a une dimension souveraine, tout simplement, en fait, dans la pensée des interventions russes qui ne sont pas forcément vues comme des interventions, mais simplement comme la défense d'un environnement stratégique suffisamment sûr. Et donc, effectivement, la forme que ça prend n'est pas du tout la même que celle des Occidentaux, qui sont, eux, dans une logique de projection de puissance et ensuite de retrait, et non pas de défense d'un glacier. Et donc, je suis entièrement sur cette ligne, sur les différences que ça peut avoir. Sur la question de l'interventionnisme américain que vous aviez, mademoiselle, je ne suis pas totalement sûr de comprendre. On est évidemment tous en train de voir ce que je disais sur cette hésitation entre le désir américain profond de sortir notamment de ces conflits moyen-orientaux avec, encore une fois, et c'était dans la dernière déclaration de Trump, enfin dans une déclaration là, à la presse en 8 janvier 2020, à la suite de l'escalade avec l'Iran, il a dit we don't need Middle East oil. Et je pense que c'est encore une fois important que le Moyen-Orient, dans l'analyse américaine pendant très longtemps, était perçu comme une région centrale pour l'approvisionnement énergétique et donc pour la préservation de l'American Way of Life. C'était quand même précisément défendu comme ça. Et qu'aujourd'hui que les Américains sont devenus des exportateurs nets d'hydrocarbures, la situation a changé. Elle a changé, elle n'a pas totalement été transformée pour autant, parce que le Moyen-Orient continue à peser considérablement sur les cours mondiaux du pétrole, et donc évidemment les États-Unis n'étant pas isolés du marché mondial, vous pouvez être exportateur net et néanmoins très dépendant dans votre approvisionnement énergétique du cours des marchés mondiaux. Et à mon avis, ça va peser sur le fait que les Américains continuent à être très intéressés à ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz et qu'ils ne vont pas laisser, par exemple, l'Iran le boucher du jour au lendemain. Par ailleurs, il y a une question de statut des États-Unis, de la même manière que la France a une question de statut avec son statut de membre permanent du Conseil de sécurité, etc., qui fait que s'il y a des crises internationales qui atteignent un certain niveau, elle ne va pas considérer possible de ne pas avoir sa présence. Les États-Unis, a fortiori, ne pourront pas se tenir à l'écart tant qu'ils considèrent ce statut indéfiniment des conflits. Maintenant, il y a des choses qui évoluent,
Et voilà, la campagne, la dimension internationale de la campagne de quelqu'un comme Bernie Sanders, c'est par exemple très intéressante parce que c'est le premier à revendiquer de ne plus parler de leadership américain sur le monde, alors que c'était quelque chose qui était un consensus quand même très largement bipartisan de cette idée que les Américains, voilà, d'une manière ou d'une autre, par le multilatéralisme ou par l'unilatéralisme, avaient un leadership à assurer dans le monde. Et je pense qu'on est sur quand même un changement de portage là-dessus, mais je pense que Maxime aura peut-être plus de lumière que moi sur cet aspect-là. Dernier point sur pourquoi les États-Unis se sont tenus à l'écart des opérations de stabilisation. Alors, l'Afghanistan, dans une certaine mesure, ils l'ont considéré comme de la stabilisation, mais justement, à partir du moment où ils considéraient que c'était de la stabilisation, ils ont dit on refile le bébé aux Européens parce que nous, on ne veut pas faire de stabilisation. Et c'était l'époque 2003-2004 où l'OTAN, ISAF, parce que quand les Français disent OTAN, on pense les Américains, mais quand les Américains disent OTAN, eux, ils pensent aux Européens. Pour eux, l'OTAN, c'est des Européens avant tout. Et donc, quand ils ont balancé le bébé, si je puis dire, à l'OTAN, c'était précisément pour faire de la stabilisation. Parce qu'ils considèrent, à tort ou à raison, que c'est pas des missions de combat et pas dans le cœur de métier de ce que les forces américaines font et sont normalement capables de faire. Maintenant, la contre-insurrection, quand on regarde, c'est de la stabilisation coercitive, on va dire. Donc, on est quand même sur des distinctions de concepts qui ne sont pas forcément très intéressantes pour tout le monde ici, mais on est dans l'épaisseur du trait. Et dernier point sur le rapprochement Russie-États-Unis, enfin, ce que vous disiez, monsieur, c'est exactement dans le sens, quand même, du reset voulu par le président Macron quand il tend la main à la Russie, de dire on a la Chine derrière et on a besoin de ramener la Russie dans un giron occidental. Je suis très sceptique dessus, personnellement. Il faut revoir l'histoire des resets successifs qui ont été tentés avec la Russie et par Obama et par Bush, d'ailleurs, lui-même à l'époque de la guerre contre le terrorisme, où ils avaient mis la Russie à la table des pays bienveillants dans la lutte contre le terrorisme. Et force est de constater qu'en tout cas dans le système qui gouverne actuellement en Russie, la menace continue à être perçue comme venant de l'Ouest. Et ça, c'est quelque chose qui... Et voilà, pour faire un rapprochement, il faut être deux, et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, dans le régime actuel, on ait les conditions qui sont satisfaites pour qu'une main tendue venant de l'Ouest soit perçue comme telle à Moscou. Mais peut-être que je peux me tromper. Un petit pas de côté, un petit surge français au Sahel, ouais, sans faire de comparaison, ouais, un retrait américain du Sahel, ouais, une absence de collaboration allemande, notamment la participation de la force européenne, force spéciale. Alors ça vous conduit à quoi comme réaction si on met bout à bout ces trois constats? Oui, on peut avoir plus de responsabilités européennes, mais c'est vrai que l'abandon du leadership américain, c'est déjà le cas de Trump, en fait. Ouais. Là, il y a quand même un changement, l'idée qu'il n'y a plus d'exceptionnalisme américain, il n'y a plus de mission américaine de mener le monde vers la lumière, en quelque sorte, vers le bien, la démocratie, ce que disait Wilson, mais « make the world sure for democracy ». Et c'est vrai qu'il y a un peu de scénarios. Soit on va ressouder le camp occidental face aux puissances autoritaires Chine-Russie, ce qui était un peu la thèse de Aaron Friedberg, qui est la vieille thèse américaine, soit alors il va y avoir un phénomène de découplage, de retrait, et à ce moment-là, ça pose effectivement la question de ce que va devenir l'Europe, mais le scénario, il n'est pas forcément bon pour l'Europe, parce que ça peut aussi aboutir à une balkanisation de l'Europe. Donc c'est pas forcément une bonne chose. Mais évidemment, il faut faire en sorte que on maintienne notre unité, notre cohésion, notre volonté, etc. Mais il y a quand même aussi un risque dans ce scénario de retrait américain. Et Élie, sur le Sahel, une personne qui ne prend le relais. Le sujet est large. Surge français au Sahel, ce que ça m'évoque, c'est on ferait bien de relire nos retours d'expérience sur l'Afghanistan, parce que j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre d'erreurs
qui sont aujourd'hui commises qui mériteraient voilà, une relecture des expériences passées, y compris celles auxquelles on a pris part quand même. Le retrait américain du Sahel, c'est très intéressant parce que finalement, l'une des raisons pour lesquelles on était, nous, Français en Irak, c'était pour dire on vous soutient comme actionnaire majoritaire au Moyen-Orient, vous nous soutenez comme nous, actionnaires majoritaires en Afrique, avec chacun un soutien mutuel. Il y a aujourd'hui des vraies questions qui sont remises en cause. Si le retrait est confirmé, et mes sources me disent que c'est encore en discussion. C'est encore en discussion. Je ne pense pas que l'opération Barkhane s'effondre demain s'il y a un retrait américain. Je pense que ça aura un impact net sur le tempo opérationnel. Et derrière, ça posera la question de la responsabilité d'une France qui aujourd'hui est effectivement cette nation cadre qui se veut encadrante, y compris d'une politique européenne de défense dont elle espère que le Sahel devienne une vitrine. Et à mon avis, c'est un pari risqué. Merci beaucoup à tous les deux.